Alors, notre prochaine conférence est faite par M. Marcel Thiboutot. M. Thiboutot est un leader d'expertise à la qualité du lait chez Lactanet, donc anciennement Valacta. Il travaille au sein de cette organisation depuis plus de 30 ans, ce qui lui a permis de développer des compétences très intéressantes, notamment au niveau de l'analyse des systèmes de traite. C'est donc sur cette thématique du lavage des équipements de traite qu'il nous entretient aujourd'hui. Alors, M. Thiboutot, je vous laisse la parole. Je vais juste prendre quelques secondes pour t'installer. Merci. Bonjour tout le monde. OK. Alors, aujourd'hui, on va parler du lavage des équipements de traite. Et avant d'entrer dans ce sujet d'actualité-là, je voulais vous partager un peu le feeling que j'ai par rapport à l'industrie puis à ce qui nous touche comme travail chez nous présentement. On constate que dans les scénarios de cueillette de lait qui existent aujourd'hui, on voyait souvent des camions de lait remplis par 10, 12, 15 producteurs de lait, peu importe, et qui se retrouvaient à l'usine laitière pour la transformation. De plus en plus, je l'ai constaté surtout cette année, un rapprochement plus direct entre la production et la transformation, dans le sens qu'on retrouve plus souvent qu'avant un ou deux ou trois producteurs dans le même camion qui se retrouvent à l'usine laitière, ce qui fait que dès qu'il y a un de ces producteurs-là qui est en situation de déclassement au niveau de la qualité, l'impact sur la transformation est direct. Et les enjeux à ce moment-là deviennent bien différents. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs qui sont dans le camion, l'impact est plus direct sur la production, la transformation du lait directement là, dans ce secteur-là. C'est un enjeu auquel il faut s'adresser de plus en plus là, dans les temps qu'on vit. C'est ce que j'appelle de mon côté un marché de créneaux, entre autres, là, dans la transformation. Il y a aussi un autre aspect qui sera un enjeu dans le futur, c'est les biofilms, ou la présence de biofilms dans les équipements de traite. C'est relativement nouveau qu'on s'y attarde, mais les biofilms peuvent avoir un impact sur la qualité du lait au niveau des bactéries. Et il y a des recherches présentement qui sont lancées sur ce secteur-là pour identifier quel impact peuvent avoir les biofilms sur la qualité du lait et comment on peut mieux les contrôler. L'année nous dira quelle direction on devra prendre par rapport à ça, mais il y a quand même beaucoup de développement qui s'en vient encore de ce côté-là. Les bactéries. C'est une partie intégrante du milieu naturel. Les bactéries sont indispensables à la vie. On sait que ça en prend pour développer et transformer des produits laitiers, par exemple, en fromage, mais il y en a quand même certaines qui sont nocives et qui peuvent être même mortelles. Il y en a tout le temps des bactéries partout, il y en a dans les produits de façon naturelle. On doit vivre avec. Mais on doit être conscient que dans un environnement propre, un lactoduc bien nettoyé, un refroidissement rapide, le taux devrait rester quand même à un niveau assez bas. Si le nombre de bactéries augmente là, dans votre résultat en qualité du lait, il faudra voir qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la situation au niveau de la régie de la laiterie puis au niveau du lavage des équipements de traite. L'objectif du secteur, c'est d'être en bas de 321 000, vous le connaissez. Et on peut voir ici dans le tableau un peu l'incidence de l'augmentation de la température sur le développement des bactéries. Un lait qui serait à 0 degré, qui contient 2400 bactéries, en l'espace de 24 heures, s'il était à des températures différentes, le niveau de bactéries augmente très rapidement. On en voit l'expression dans le tableau qui est là. Et quand on voit à 35 degrés Celsius le niveau d'augmentation des bactéries en 24 heures, je ne sais pas comment on exprime ce chiffre-là en mots, mais je sais qu'il y a plus de zéro que sur ma paye présentement. Quand on s'attarde aux problèmes de bactéries dans le lait, essentiellement, on va regarder le refroidissement du lait qui peut être inefficace en soi, une malpropreté de l'ensemble des équipements de traite ou de certaines parties des équipements de traite. Ça ne veut pas dire que tout le système de traite est sale, ça peut être certaines parties seulement. Un environnement malpropre peut être aussi la cause ou l'origine d'une augmentation des bactéries, le site d'élevage, entre autres. Mais c'est quand même peu fréquent dans votre secteur d'activité. Maintenant, si on s'attarde au refroidissement et des pistes de solutions ou d'éléments à observer, à regarder pour avoir de bonnes performances, on devrait s'attarder au temps de refroidissement.
Le temps de refroidissement de la première traite devrait être de 1 heure maximum après la fin de la traite. La deuxième traite et les autres qui suivent, on parle de 30 minutes. Ça, c'est ce qu'on devrait viser. Si c'est un peu plus long que ça, ça ne veut pas dire que ce sera problématique, mais lorsqu'on cherche des bonnes performances, on devrait tendre à atteindre cet objectif-là. Pour atteindre un objectif comme ça, c'est bien évident qu'il faut le mesurer, ce temps-là. En intervention à la ferme, quand on pose la question aux producteurs, souvent, ils n'ont pas d'idée ou ils n'ont vraiment pas porté attention. Il faut qu'ils s'y attardent pour qu'ils nous donnent une réponse. Fait que, faut être quand même attentif à ces phénomènes-là. On sait que le lait devrait être entreposé entre 1 et 4 degrés Celsius. Et quand on mélange le lait de la deuxième, troisième ou quatrième traite ou les traites subséquentes, au maximum, ça ne devrait pas dépasser 10 degrés Celsius dans le réservoir. Et si ça dépasse 10 degrés Celsius, normalement, ça ne devrait pas être pour une période plus longue qu'environ 15 minutes. Donc, ça prend quand même un système de refroidissement qui a des performances qui sont au rendez-vous. Pour savoir si on atteint ces objectifs-là, évidemment, ça nous prend un thermomètre, puis un thermomètre qui est efficace, qui est précis, qui nous permet de mesurer ces informations-là. Souvent, les thermomètres présents sur les bassins refroidisseurs sont défectueux, brisés, non fonctionnels. Alors, si on ne peut pas se fier à ce thermomètre-là, on devrait en avoir un manuel à la ferme qui est précis, qui est disponible, qu'on pourra utiliser pour contre-vérifier l'information. Et un outil super intéressant, peu présent, mais quand même, il en existe dans votre secteur, c'est un thermographe qui permet de faire le monitoring, l'enregistrement des données de refroidissement, des performances de lavage aussi, en direct à la ferme, et auquel on peut se référer quand on veut cibler l'origine d'un problème. Ça fait que moi, personnellement, j'encourage l'installation de ce type d'équipement-là pour ceux qui n'en ont pas. Fait qu'il y a une réflexion là-dessus à faire. Une bonne agitation du lait. Dès le moment où le lait atteint le niveau de l'agitateur, on devrait démarrer l'agitation du lait pour équilibrer la température du lait dans le bassin et uniformiser sa répartition. L'entretien du radiateur. Malheureusement, mais ça existe, on va sur des fermes où, quand on a un problème de refroidissement puis qu'on regarde le radiateur de l'unité de refroidissement, est vraiment encrassé, sale, colmaté. Et souvent, ça peut être juste par un passage fréquent de la machinerie, des tracteurs tout près de la laiterie, pendant les travaux l'été, qui font de la poussière et qui viennent encrasser ces équipements-là. C'est important d'y accorder une attention puis de faire en sorte qu'ils soient bien nettoyés, bien entretenus. Vérifier le niveau de gaz, bien évidemment. Il peut survenir des fuites de gaz et de le faire vérifier sur une base annuelle, c'est toujours pertinent. J'avais pris des notes auxquelles je vais me référer pour ne rien oublier, mais juste comme exemple, on était sur une ferme l'an dernier, peu importe le moment, en production laitière, et la traite était terminée depuis 8h, 8h30 le matin. On a passé l'avant-midi là. Et à 11h30, quand on a quitté la ferme, en fin d'avant-midi, l'unité de refroidissement est encore en train de tourner pour refroidir le lait. Ça semblait être habituel, être normal, mais ce n'est pas du tout le cas. On devrait être attentif à ce genre de phénomène-là. Il faut que l'unité de refroidissement arrête de fonctionner là, dans les temps requis et que le lait soit bien refroidi. Une question que je peux vous poser, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Est-ce que c'est préférable d'avoir un lait chaud dans un réservoir qui tarde à se refroidir, par exemple en première traite, ou d'avoir un lait chaud qu'on met dans un lait froid et qui, lui, va tarder à se refroidir? Lequel des deux aura plus d'incidence sur les bactéries? C'est la deuxième option. Un lait froid qui tarde à se refroidir à la première traite est moins problématique que quand on met du lait chaud dans un lait froid et qui va tarder à se refroidir par la suite. Fait que le mélange du lait chaud et du lait froid, il faut vraiment que les performances de refroidissement soient au rendez-vous. C'est pas là que c'est le temps d'avoir des lacunes au niveau du refroidissement. Aussi, selon la taille des entreprises, la taille des équipements, quand on met notre lait dans le réservoir, c'est peut-être difficile dans certains cas de bien calibrer le démarrage du refroidissement et la vitesse de refroidissement.
Ce qui fait en sorte que quand on met du lait dans un réservoir et qu'on a de faibles volumes, il peut arriver qu'au moment du démarrage du refroidissement, le lait va geler dans le fond du bassin refroidisseur. Si le lait gèle, on va se retrouver à remettre du lait chaud par-dessus. Bien évidemment, il va finir par fondre, ce lait-là. Mais dans l'attente, en attendant que le lait gelé fonde, le thermostat qui est au fond du bassin refroidisseur va envoyer le signal à l'unité de refroidissement qu'il n'y a pas besoin de refroidir le lait parce que c'est froid. Et là, le temps de refroidissement va être retardé. Fait que ça aussi, c'est problématique. Idéalement, on ne devrait pas avoir du lait qui gèle dans le réservoir à lait lorsqu'on y met du lait. Par rapport au refroidissement, un élément d'information que j'ai vu récemment dans un article, puis je l'ai apporté, ça ne concerne pas votre secteur d'activité, mais ça concerne quand même la transformation de produits laitiers. Il y a une usine en construction présentement en Ontario, un projet de 85 millions de dollars. Et c'est une entreprise américaine qui s'y installe, la compagnie Fairlife, probablement que vous connaissez, qui, elle, importe des produits laitiers américains pour les vendre sur le marché canadien, du lait transformé, entre autres. Et ils ont décidé de s'installer en Ontario plutôt que d'importer du lait américain. Ils veulent transformer le lait canadien là, en fonction de leur principe de transformation à eux. Et dans leur principe de transformation, ils souhaitent avoir du lait, eux. Dans l'article que j'avais, ils disaient du lait refroidi 3 minutes après la traite, à 3 degrés Celsius. Alors, d'où l'importance pour eux, dans leur processus de transformation, d'avoir du lait qui répond à ce critère-là de vitesse de refroidissement rapide et d'avoir un meilleur contrôle des bactéries à ce moment-là. Fait que ça vient cerner de l'importance d'avoir un lait rapidement refroidi. C'est bon? Le lavage maintenant. Il y a 3 cycles de lavage qu'on connaît. Le premier qui est un cycle de rinçage qui est là pour enlever le gras dans les tuyaux, de préchauffer le système pour le lavage. Si cette eau-là est trop froide, le gras aura tendance à coller sur les parois. S'il est trop chaud, on va dire que la protéine va coller, va adhérer aux parois. Alors, c'est pas bon d'avoir un premier rinçage ni trop froid ni trop chaud. Donc, ce sera une température tiède qu'on souhaite l'avoir. Fait qu'on l'indique ici entre 46 et 49 degrés Celsius. Et ce cycle de rinçage-là, normalement, devrait, après avoir circulé une fois dans le système de traite, devrait être évacué directement au drain. Ce qui n'est pas toujours le cas selon les types d'équipements qui sont utilisés. Parfois, on voit des équipements qui datent d'une autre époque, qui sont quand même âgés. Et avec les fonctionnements des principes de lavage, cette eau-là va être recirculée continuellement. Alors, ce n'est pas l'idéal. Normalement, on devrait avoir une valve qui est contrôlée, qui permet à cette eau de rinçage-là d'être évacuée directement dans le drain. Une fois ce cycle-là effectué, on va passer au lavage avec le savon, qui lui devra être entre 77 et 82 degrés Celsius environ. Pour le bassin refroidisseur, en principe, c'est les mêmes températures qu'on devrait observer. Parfois, toutefois, je veux dire, le bassin refroidisseur, lui, parce qu'il est froid au moment où on le lave, souvent, c'est tout de suite après la cueillette du lait. Ce sera difficile d'atteindre le même niveau de température. Fait que si on atteint 68, ça sera déjà beau, mais on aura quand même une bonne performance de lavage si on n'atteint pas les températures équivalentes à ce qu'on a au niveau du lactoduc. Cette température-là devra se maintenir au-delà de 50 degrés Celsius pendant toute la recirculation de l'eau et du savon. Elle ne devra jamais baisser en bas de ça. Il y a les bouchons de lavage qui auront une fréquence de 4 bouchons par minute à peu près. C'est important que le système ne siphonne pas d'air, ce qui brise les bouchons. Et ça, c'est un phénomène quand même répandu au niveau du fonctionnement des équipements de traite, au niveau du lavage. Beaucoup d'aspiration d'air au niveau de l'évier de lavage ou au niveau des manchons trayeurs lorsqu'ils sont sur les supports de lavage dans les salles de traite. S'il y a de l'aspiration d'air qui se fait à ce niveau-là, l'eau de lavage va être refroidie directement. On ne pourra pas conserver notre température et on va briser les bouchons de lavage aussi, qui va venir affecter l'efficacité du lavage. Fait que tout ça, c'est des éléments à considérer là, dans le fonctionnement du lavage des équipements de traite et de la performance qu'on souhaite avoir.
Par rapport aux températures, il y a des températures de mentionner, mais il faut se rappeler que l'important, c'est de respecter les températures recommandées par les différents fournisseurs de savon. Chaque fabricant sur ses contenants indique des températures requises pour bien fonctionner avec leur savon, leurs produits, et c'est ça essentiellement qu'on devrait viser au préalable. Ça nécessitera dans certains cas, pas dans certains cas, mais la plupart du temps, de changer les thermostats des chauffe-eau qui existent ici, qui sont en vente pour travailler à des températures d'eau de type résidentiel. On devra les changer pour atteindre des températures d'eau beaucoup plus élevées que ces niveaux-là. On devra les changer, ces thermostats-là. C'est bon pour ça? Tout de suite après le lavage avec les savons, on procède au lavage à rinçage acide qu'on appelle. Puis ce rinçage acide-là, lui aussi, devra se faire avec une eau qui est tiède, 46 à 49 degrés Celsius. Ce rinçage acide-là, il va contrôler la formation de pierres de lait, permet d'abaisser le pH et de diminuer la propagation des bactéries entre les traites. C'est des choses qu'on peut vérifier. Si vous avez un refroidisseur à plaque, normalement, on devrait le démonter et l'entretenir une fois par année, vérifier s'il est propre. Et honnêtement, je vous dirais que je ne connais pas personne qui fait ça. C'est ce qu'on devrait faire, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Une désinfection avant la traite. Très important, la désinfection avant la traite, avec un produit qui est homologué par Santé Canada. Souvent, on retrouve le chlore en usage ou, dans certains cas, selon les fournisseurs, parfois du peroxyde d'hydrogène dans les produits utilisés. Maximum 1 heure avant la traite, ça permet d'éliminer les bactéries formées entre les traites et souvent l'été, il y aura plus de risques de propagation de ces bactéries-là dans le système de traite à cause de la chaleur. J'ai vécu un cas dans le passé, un cas réel où un transformateur se plaignait de la qualité du lait reçu à l'usine dans un camion et il disait que ça affectait la durée de vie du produit transformé sur la tablette, tellement qu'il voulait refuser de prendre ce camion-là. Et dans ce cas-là, les dossiers individuels de chacun des producteurs de lait dans le camion répondaient aux normes de qualité. Tout le monde était conforme aux exigences requises. Mais le transformateur disait qu'il n'était pas capable de transformer le lait et d'avoir une bonne durée de vie dans ce camion-là. Après avoir expertisé chacune des fermes où on est allé, on a constaté que les gens faisaient effectivement, non, c'était pas une désinfection, c'était un rinçage à l'eau avant la traite, mais il n'y avait pas de produit désinfectant dans l'eau. Et plusieurs des puits utilisés étaient contaminés au niveau de l'eau potable, ce qui amenait des bactéries dans le lait et ce qui amenait les problématiques de conservation du lait directement auprès du transformateur. C'est important d'avoir un produit désinfectant puis de le faire avant la traite. S'assurer de la disponibilité des produits de lavage d'une bonne concentration selon la durée de l'eau, la dureté de l'eau. Il y a des routines qui peuvent être mises en place qui permettent d'être proactif par rapport à la qualité du lait qu'on produit. C'est juste un peu de temps qu'on prend et qu'on s'assure que de cette façon-là, qu'on atteint l'objectif souhaité de livrer un lait de qualité, de faire une vérification de l'intérieur du bassin avant la première traite, une inspection visuelle pour voir si toutes les parties intérieures du bassin sont propres. Et quand on constate qu'elles ne le sont pas, ça nous indique qu'il y a probablement une problématique au niveau du fonctionnement des lavages. D'avoir cette routine-là permet d'être proactif et parfois de corriger des problèmes avant qu'ils s'aggravent. D'observer un cycle complet de lavage permet aussi cet objectif-là, d'identifier des problématiques qui peuvent survenir et nous amener des problèmes futurs. Il y a peu de gens, à ma connaissance, qui, quand on démarre le lavage du système de traite, qui vont attendre à côté pour voir si ça fonctionne bien pendant tout le cycle de lavage. On démarre ça, on s'en va faire d'autres choses, puis ça se fait de façon automatique. De prendre le temps au moins une fois par mois, de regarder comment ça fonctionne, est-ce que tout est correct, pourrait prévenir beaucoup de problèmes. Et en intervention à la ferme, nous, c'est ce qu'on fait. On démarre le lavage, puis on observe comment ça se passe. Puis souvent, on voit là, les problématiques qui sont présentes. L'observation visuelle et l'odeur de la chaudière pour traire. Je ne sais pas si
Oui, je pense que la plupart des gens, parfois, pour traire un animal dont le lait n'est pas bon ou problématique ou contaminé, vont utiliser une chaudière à terre ou un bidon, peu importe le terme que vous utilisez. Cette fameuse chaudière-là est souvent en cause lors d'une contamination au niveau des bactéries et c'est un phénomène qui est méconnu pour la plupart. Pour traire avec cette chaudière-là, il faut aller chercher le vide de traite au niveau de la ligne de pulsation ou au niveau du lactoduc. Le problème survient quand les gens la branchent directement au niveau du lactoduc pour aller chercher le vide de traite. Le tuyau qui relie le lactoduc à la chaudière en est un qui est là de façon, qui est là pour brancher la chaudière, bien sûr, mais dans l'esprit de plusieurs qui font la traite de cette façon, ils se disent, ce tuyau-là, il n'y a jamais de lait qui circule dedans, je n'ai pas besoin de le laver, je l'accroche sur le mur, puis je m'en servirai une autre fois quand j'en aurai besoin. Et ce tuyau-là va se salir quand même s'il n'y a pas de lait qui circule dedans. Il y a toujours des gouttelettes de lait qui sont projetées à l'intérieur et qui vont rester là, qui vont moisir, qui vont se détériorer. Et quand on va revenir pour des traites subséquentes, il y a souvent des particules de ce lait-là qui moisissent dans ce tuyau-là, qui, lorsqu'on va brancher la chaudière, vont se retrouver directement dans le lactoduc et dans le réservoir à lait. Fait que cette chaudière-là est souvent un enjeu critique au niveau de la qualité, méconnu pour plusieurs. L'observation visuelle de la pente de lactoduc, on sait tous que le lactoduc doit pencher vers le groupe de réception, vers la cruche, ce qui n'est pas toujours le cas. S'il reste de l'eau à l'intérieur, ben, ça peut être problématique. Quand on touche les vides de lavage avec les mains et qu'on sent que c'est graisseux, définitivement, il y a déjà un problème à ce niveau-là. Un problème avec l'eau chaude ou avec le savon. La cruche de réception qui est embuée, elle nous traduit le même problème, dans le fond, un problème d'eau chaude et de savon qui est en cause. Fait que c'est des observations visuelles faciles à faire qui nous permettent de cerner les problèmes. Vérifier si l'eau est potable. Je vous ai donné un exemple tantôt où on avait une problématique de qualité avec des sources d'eau non potable à la ferme. Dans ce scénario-là, si l'eau était non potable et qu'on faisait une sanitation avec les produits requis, on réglait le problème. Mais on ne réglait pas le problème de l'eau potable. On a eu un cas à régler cet été qui traduit tout ce que je vous ai dit au début tantôt. Un producteur de lait qui livre directement à une usine de transformation. Donc, on a une proximité réelle entre les deux. Et les deux sont indépendants, donc ils n'ont pas de lien financier commun. Le lait il est vendu, il est transformé de l'autre côté, puis chacun fait ses affaires de son côté. Mais ils ont la proximité là, de un producteur, un transformateur, puis les deux sont connectés au niveau de la livraison. Et le fromage fabriqué il se développait des moisissures et de mauvaises odeurs dans ce fromage-là, ce qui fait que le fromager était obligé de ne pas vendre le produit. Il le jetait, il ne pouvait pas le vendre pour la consommation, il n'était pas bon. Par contre, le dossier de qualité de lait du producteur était correct, dans les normes, sauf qu'il y avait comme une petite odeur dans le lait, à peine décelable, des fois oui, des fois non. Et là, le transporteur, des fois, il disait « Ah, je suis pas sûr si le lait est bon ». Des fois, il prenait, des fois, il prenait pas. Des fois, il prenait, puis la transformation, c'était pas bon. Là, il se faisait reprocher de l'avoir pris. Donc là, c'était rendu qu'il ne prenait presque plus parce qu'il ne voulait pas prendre de chance. Et le producteur, lui, nous disait « Faites quelque chose, trouvez le problème. Moi, j'ai pas de paye de lait là, pendant ce temps-là. » On a ratissé pas mal large pour trouver l'origine du problème. Et dans ce scénario-là, souvent, on n'a pas toujours la collaboration des producteurs, malheureusement. Et un des premiers éléments qu'on a demandé de vérifier avec le producteur, c'est l'analyse d'eau potable, ce qu'il n'a pas fait. En se disant, c'est pas ça, on va chercher ailleurs, oublie ça, c'est pas ça. Mais ultimement, il est resté avec ses problèmes, puis ça revenait de façon récurrente, problèmes d'odeur, de transformation. Et on a su, à la fin de l'été, qu'il avait fait installer un appareil de traitement d'eau à la ferme. Et dès ce moment-là, le problème a été réglé. Puis, ce qu'il y avait comme problématique dans son eau, c'était des pseudomonas qui se retrouvaient dans le lait et qui affectaient la transformation des produits fromagers par la suite. Puis, il n'a pas voulu nous donner de résultats d'analyse d'eau avant traitement.
on a commu une coupure de collaboration mutuelle dans ce dossier-là. Ça fait que ça nous a pas permis de cibler l'ensemble du problème et d'avoir des preuves, mais en installant l'appareil de traitement d'eau, tout s'est réglé. Fait que d'avoir de l'eau potable à la ferme, c'est super important. Et dans un autre programme où je travaille, on demande des analyses d'eau sur une base annuelle pour s'assurer que l'eau est potable. Et il y en a qui, faut se dire les vraies choses, qui fraudent le système en faisant analyser une bouteille d'eau potable achetée à l'épicerie, puis ils nous donnent le résultat. Mais honnêtement, l'eau potable à la ferme, c'est très important. On devrait l'analyser même 2 fois par année pour être certain, dans une période plus critique et dans une période moins critique, pour s'assurer que l'eau est potable. Vérifier les températures du lait à différents moments pour s'assurer des performances de refroidissement. Vérifier l'inventaire des produits de lavage. Il arrive dans certains cas qu'on intervient à la ferme et que... Combien il me reste de temps? 5 minutes. 5 minutes, OK. On arrive pour régler des problèmes à la ferme, puis première chose qu'on constate, il n'y a même plus de savon dans les contenants. C'est facile à trouver le problème. Sur une base régulière, peut-être un truc pour les producteurs, c'est... on passe à proximité des contenants de savon régulièrement. Un truc que j'ai vu à l'occasion, il y a quelqu'un qui se garde un crayon marqueur, un crayon feutre noir, puis qui va faire une marque sur le niveau de savon sur une base régulière dans son contenant. Une fois ou 2 fois par semaine, il va faire une barre noire. Fait que s'il revient 2 ou 3 jours plus tard, puis qu'il voit que le niveau de savon n'a pas baissé par rapport à la dernière marque, je pense qu'on a un problème. Il n'y a plus de savon qui se prend. Fait que c'est une façon facile de savoir si le savon se prend bien, puis c'est pas vraiment compliqué. S'assurer d'une désinfection des équipements avant la traite, on en a parlé. Avoir une bonne hygiène de l'élevage au niveau de la litière. Effectivement, il y a des contaminants qui peuvent se trouver dans l'environnement d'élevage et qui, si on ne nettoie pas correctement les trayons avant la traite, peuvent se retrouver dans le lait. Quoique dans votre secteur d'activité, je semble comprendre que c'est moins problématique, mais le risque est quand même présent. Une bonne hygiène de la traite, nettoyer, désinfecter, assécher et d'utiliser un bain de trayon après la traite. Ça amène aussi une bonne prévention de la propagation des mammites et d'avoir un système de traite en bonne condition et propre. Une bonne qualité de l'air, de la ventilation, du contrôle de l'humidité dans l'environnement va aider aussi à avoir un environnement propre et sec et adéquat pour les animaux et pour la qualité du lait. On utilise dans notre travail une analyse de lait qu'on appelle bactéries avant et après pasteurisation. C'est un outil qui peut nous permettre de cibler d'où peut provenir le problème, qui n'est pas toujours valable à 100%, mais qui, dans la plupart des cas, donne quand même de bons résultats. Quand on a un résultat de bactéries totales qui est trop élevé, si on fait une analyse de bactéries après pasteurisation et que le niveau de bactéries tombe à un niveau normal, c'est correct, mais si on... J'ai comme un blanc de mémoire. OK, s'il est trop élevé au début, donc on fait l'analyse bactérie après pasteurisation et que là, on est normal, l'intervention prioritaire, ça va être d'améliorer le refroidissement. Ça veut dire que la cause du problème, c'est un problème de refroidissement. Et dans l'autre cas, si après avoir fait l'analyse de bactéries après pasteurisation, ça demeure encore trop élevé, dans ce moment-là, le problème, ça va être la source, ça va être le lavage des équipements de traite qui va être problématique. Fait que le résultat d'analyse va nous guider vers l'origine du problème, puis où cibler les interventions. Fait que ça fonctionne quand même assez bien, puis c'est un outil qui est disponible. Les comptages bactériens élevés sont souvent accidentels, imprévisibles. C'est pas toujours de notre faute. Si on fait les vérifications qui s'imposent, bien, on va agir de façon préventive, puis ces accidents-là risquent d'être moins fréquents. On a vu des températures tout à l'heure, puis il y avait beaucoup de chiffres là-dedans. Ça fait que j'ai résumé en arrondissant les chiffres pour avoir des chiffres plus faciles à retenir et plus faciles à utiliser dans le quotidien. Fait que la température du lait, pas plus que 4. Température de l'eau à l'évier, quand on mesure directement à l'évier, quand on prend de l'eau, 80 degrés Celsius. Pendant les cycles de lavage, 50 au premier, 75 au cycle de savon, 50 à l'acide. Et si on constate qu'il y a un écart de température entre l'eau de lavage à l'eau chaude au lavage,
et l'évier qui est de plus de 5 degrés, ça veut dire qu'on a un chauffe-eau qui ne fournit pas. Ça veut dire qu'on a un chauffe-eau qui est problématique, qui n'a pas une bonne capacité de fournir de l'eau chaude, qui est défectueux, qui est brisé, soit un élément, soit un thermostat, mais on devra s'attarder à ça si on a un écart qui est plus grand que 5 degrés Celsius. En matière de régie de laiterie de ferme, nous sommes de mieux en mieux outillés pour intervenir de façon raisonnée et profitable. Que ce soit dans un but préventif ou pour régler un problème de qualité de lait ou de santé du troupeau, faites appel à notre expertise. En fait, les gens de Lactanet ont une équipe d'intervention sur le terrain pour vous aider. Il y a une autre partie à la présentation que je vais mettre de côté, considérant le délai. Mais ce que ça vient dire, dans le fond, c'est que en fonction du type d'analyse d'eau que vous avez à la ferme, en fonction de la dureté de l'eau, de la présence de fer dans l'eau et des tampons dans l'eau, les types de savons à utiliser seront différents. Plus on a de l'eau dure, de l'eau ferreuse et de l'eau avec des tampons élevés, plus on devra avoir un savon concentré. Et dans le marché, il y a 3 types de savons souvent qui sont suggérés. Et plus on augmente la dureté, le fer et les tampons, plus on devra aller vers les types de savons les plus concentrés possibles. Fait que ça, normalement, votre fournisseur est en mesure de faire l'analyse d'eau à la ferme et de vous recommander le bon savon. Si on a de l'eau qui est dure, ça ne donne rien d'avoir un savon de base et d'en mettre plus, ça ne fonctionnera pas. Ça nous prend un savon de meilleure qualité. Fait que c'est ce que cette présentation-là vient vous expliquer. Voilà. On a le temps pour les questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour M. Thibodeau? Gilles Ouellette, Saint-Jean-Port-Joli, bureau vétérinaire du lait. Bonjour, M. Ouellette. J'aimerais savoir, suite au... c'est bon, c'est sur 1, 2, 3. Suite aux interventions qu'il y a eu l'année dernière pour essayer d'améliorer la qualité de certains troupeaux qui avaient des problèmes, y a-t-il un point qui est revenu plus souvent que les autres au niveau des causes des problèmes? Par exemple, le refroidissement, la sanitation. Je dirais plus les problèmes de lavage, des performances de lavage. Et ça peut être à différents égards. Ça peut être au niveau des concentrations de savon, au niveau de l'eau chaude, bris d'équipement, des multiples causes, je dirais, là, mais souvent des problèmes de lavage qui ont été ciblés dans la plupart des cas. Mais il y a aussi d'autres causes là, qui avaient été ciblées, mais la plupart du temps, c'est des problèmes de lavage. Y a-t-il des cas où il y a eu un lien de fait avec le transport? Je n'ai pas les chiffres en main, ni l'analyse en main pour répondre à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour vous? Je sais toutefois qu'il y a eu des efforts de mis de ce côté-là. Oui. Rémi Hudon, la bactérie Pseudomonas, là, tu trouves ça comment sur tes analyses? À la base, on a demandé aux producteurs s'il y avait des mammites. Puis on a demandé avec le médecin vétérinaire intervenant à la ferme de faire des analyses bactériologiques de lait chez les animaux qui étaient contaminés. Et le Pseudomonas a sorti dans plusieurs cas d'animaux contaminés. Ça, c'est de par le vétérinaire, dans le fond? Oui, effectivement. Merci. Oui. Il est passé justement dans la crise de bactéries à la réunion avec le sujet de diminuer la température du réservoir à la ferme. Qu'est-ce que vous en pensez? Diminuer dans quel... La température du lait dans le réservoir à la ferme, au lieu d'être à 4, de passer à 2 ou à 3. Je pense pas qu'on aura une grande... Qui avait suggéré ça? Le producteur. Le producteur? Je pense pas qu'on y verra un grand impact, là. Entre 1 et 4, là, on est correct. Bonjour, Marie-Ève Fortier, productrice de lait de brebis. Oui. Justement, dans le lait de brebis, on a souvent du lait qui est à 6,5, 7 % de matière grasse. On m'avait suggéré, pour le premier rinçage à l'eau tiède, de le faire, dans le fond, 2 fois. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la qualité du lavage ou vous n'avez rien à ce sujet-là? Est-ce que, en fait, tout dépendant, moi je dirais tout dépendant du fonctionnement de vos équipements de traite. Quand je disais tantôt que dans certains équipements, il y a une recirculation continuelle, dans ce cas-là, ça peut être plus pertinent parce que le liquide, si on peut dire, n'est pas drainé directement. S'il est drainé directement, moi je pense que c'est adéquat de le faire juste une fois, à condition bien sûr que les températures soient au rendez-vous. Dans mon cas, en fond, c'est le lait s'en va directement au drain, mais on a l'impression que c'est juste du lait qui sort dans le fond pour des rinçages.
le deuxième lait sans jaune. Oui, c'est comme blanc, là, blanchâtre. Non, c'est du lait. C'est du lait? Je serais quasiment en prendre un verre après. Peut-être qu'il y a beaucoup de lait résiduel qui reste dans votre lactoduc et peut-être qu'on devra s'attarder à la pente de lactoduc chez vous. Peu importe. Oui, il y a beaucoup de tuyaux. Il y en a d'autres tuyaux. OK, il y en a là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Je vous remercie, M. Dupuis. Merci.